Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission hebdomadaire L'Afrique et le monde. Ce soir, nous allons faire deux escales au Burkina Faso et au Mali. Ce sera en compagnie de Joël Ataï-Getegbe, expert en gouvernance. Bonsoir. Bonsoir. Morgan Asogba Metonji ne sera pas de la partie ce soir pour des raisons personnelles. Et Hamzat Abdoulaye, qui nous a fait faux bond le vendredi passé, nous revient. Consulter analyste géopolitique. Bonsoir. Bonsoir, et c'était pas un faux bond, c'était pour mieux rebondir aujourd'hui. C'était pour mieux rebondir. Parole d'un politicien. Pour mieux rebondir. Voilà, nous allons parler du Burkina Faso et de la France, ces deux pays, particulièrement à propos de ce partenariat militaire qui semble repartir sur de nouvelles bases, alors qu'il y a encore quelques semaines de discours souverainistes en attaque pour le moins voilé vis-à-vis de ce partenaire défaillant, de ce partenaire qui ne se presse pas pour venir. En tout cas, beaucoup de choses ont été dites par presse interposée. Le ministre français de la Défense n'a pas exclu la possibilité de rapatrier les dernières forces françaises présentes sur place, les forces spéciales qui sont stationnées sur une base de Ouagadougou. Et là, à la faveur d'un tête-à-tête entre l'ambassadeur de France au Burkina et le Premier ministre burkinabé, des demandes sont formulées. Le Burkina attendrait de la France un accompagnement, un appui en armes et en munitions, et même plus loin, demande à la France de payer les 50 000 volontaires pour la défense de la patrie qui viennent d'être recrutés. Alors, on ne s'y retrouve pas forcément, quand bien même on n'est pas pour que ces deux pays, qu'on revive la même scène avec le Mali, entre le Mali et la France. Mais que pensez-vous de ce méli-mélo? Oui, on est bien obligé de dire qu'on a du mal à s'y retrouver. Et au vu de ce qu'ont été non seulement les relations entre le Burkina et la France, mais surtout de la posture des nouveaux maîtres de Ouaga, je voulais dire particulièrement le Premier ministre de Kelen, qui s'était mis résolument dans une posture pro-sankariste, nationaliste en tout cas. Comptons sur nos propres forces. Et qui, au-delà, qui de manière très peu diplomatique, avait eu quand même des mots très précis contre la présence française, contre la coopération avec la France. Donc on s'étonne de ce revirement, pour ne pas dire de ce virage à 380 degrés. Est-ce un reniement ou est-ce le principe de réalité qui s'impose finalement face aux idéaux qui accompagnaient, qui précédaient le nouveau Premier ministre burkinabé? Mais cela est de mauvais ton, a priori, au plan de la gestion d'un État, au plan de l'image politique qu'on veut donner, au plan de la stature que se doit d'imposer dès le début ce nouveau pouvoir, simplement ou seulement arrivé depuis le 30 septembre et difficilement installé. Et donc ça sent quand même un flottement, et ça sent les tergiversations, pour ne pas dire le cafouillage. Et en tout cas, on voit aussi, on observe également que la France est dans une posture moins catégorique qu'avec le Mali, et donc cherche, au vu du ressentiment de la rue, au vu des manifestations hostiles dont la présence militaire française a été nettement l'objet depuis quelques mois. Donc on sent la France également précautionneuse, et peut-être que de ces flottements naîtra quelque chose de nouveau qu'on est incapable de prévoir pour l'instant. Voilà, en restant sur cette position de la France, ça ressemble à de l'inconséquence. À de l'inconséquence. Pour tout dire, quand on demande de financer un effort national qu'on a initié dans... C'est certainement cette partie qui fait le plus parler, parce qu'au-delà de l'appui militaire, ce n'est rien de nouveau. On demande certainement un effort plus conséquent, parce que le Premier ministre Apollinaire Joachim Kyliem de Tambela mettait en parallèle l'appui des pays européens à l'Ukraine pour, disons, mettre en exergue... Moi, j'aurais dit que c'est peut-être
en toile de fond une espèce de chantage vis-à-vis des Occidentaux pour ne pas se jeter dans les bras des Russes, vu qu'en sous-main, pour ne pas dire en réalité au grand jour, un axe Bamako-Ouaga se dessine malgré tout et que les rôles semblent être bien répartis. Et que le Mali devrait être le parrain du Burkina pour aller davantage vers la Russie. Donc, est-ce un chantage déguisé? Mais la forme reste maladroite et discutable. Alors, qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Je pense que le Burkina Faso est un peu ce qu'on va appeler aujourd'hui un État en déliquescence, un État qui est en chute libre. Et face au problème du terrorisme, il faut dire que tous les moyens sont bons pour en sortir. Et nous ne sommes que dans cette dynamique. Et ça s'apparente certainement à des contradictions, parce qu'il y a quelques semaines, le discours n'était pas pareil. En tout cas, sur une certaine échelle de l'appareil gouvernemental, ce n'était pas pareil. C'était un discours axé sur la notion de la souveraineté. Vous savez, cette sacrée souveraineté qu'on veut refaire et nous la réapproprier. Donc, ça va prendre du temps pour y arriver. Et l'exemple du Mali qu'on ne fait que citer aussi n'est qu'une apparence, parce qu'en réalité, la souveraineté proposée par le Mali, au fond, est-ce que c'est le cas? Est-ce que les affaires ne restent pas les affaires entre la France et le Mali? Mais pour revenir au Burkina Faso, je crois que cette démarche va dans un sens, celui quand même de sortir de cette bourbière qu'est le djihadisme au Burkina. Le Burkina Faso a perdu une bonne partie de son territoire. Et pour retrouver, en tout cas, pour continuer à garantir la sécurité déjà de la population et espérer gagner une partie de ce territoire qui est perdu, eh bien, on a besoin, le Burkina Faso a besoin d'une aide, je vais dire, financière déjà, et ensuite de l'équipement militaire, de l'armement. La question, c'est vers où ira ce financement, vers où ira ces munitions? Est-ce que nous ne sommes pas en train de peut-être créer un futur problème au Burkina Faso? Parce que quand on parle des VDP en question, les VDP ne sont pas une force légale, je vais dire, légitime, qu'on peut apparenter à une armée régulière. Ce n'est pas une armée régulière, ce n'est pas non plus une milice, mais ça n'est pas loin quand même. Donc, est-ce qu'on ne va pas peut-être à un double problème? Telle est la question selon moi. Est-ce que la France, en apportant un oui à cette... On en est bien loin, mais ça peut arriver. Si la France, éventuellement, accepte d'apporter cette aide à l'État burkinabé pour que les VDP soient mieux armés, mieux outillés, est-ce que cela ne va pas créer un problème dans l'avenir? C'est tout ça qui est sur la table et qu'il faudrait voir. Toutefois, la priorité pour l'instant, c'est régler le problème du terrorisme, c'est régler le problème sécuritaire. Et bien entendu, ça va au-delà de ça, mais ça restera politique, on pourra en reparler. Mais je trouve en tout cas très bien d'avoir pensé à demander de l'aide aux Français. Ça semble contradictoire, comme je le disais au début, mais c'est pour régler un problème. De la balance, c'est-à-dire pour ne pas dire chantage, comme le disait. Non, on ne dira pas que c'est du... Non. Aidez-nous. Voilà ce dont nous avons besoin, sinon nous nous tournons vers votre pire ennemi ou bien votre ennemi du moment. On l'a déjà vu par le passé, les relations diplomatiques, ce n'est pas toujours des relations d'ange à fidèle, non. Parfois, c'est beaucoup plus corsé, et on est en plein dedans. C'est les affaires. C'est les affaires. On peut beau ne pas s'entendre sur le plan diplomatique, mais quand il s'agit de régler des problèmes prépondérants, des problèmes importants, quand il s'agit de faire des affaires, eh bien, il faut le faire. Il faut le faire en prenant en compte ces paramètres. Oui, dans le même temps, si on demande à la France de payer de l'entretien de ses volontaires pour la défense de la patrie, j'allais y venir. Autant leur demander, au-delà de ce que ça, pour beaucoup, ça met un coup de canif dans le discours souverainiste. Autant demander cet entretien-là pour les soldats professionnels qui se plaignent de défauts de primes, qui se plaignent de leurs conditions de vie sur le front. Autant payer, armer et bien entretenir les professionnels. Moi, je pense déjà que le Burkina n'était pas loin d'être un État en faillite. Et l'État en faillite, c'est quoi? C'est l'État qui ne réunit pas certaines conditions. Par exemple, quand on parle des finances, de l'économie, eh bien, le Burkina aujourd'hui n'y est pas du tout. Quand on parle aussi de la gestion
géographique du territoire. Le Burkina n'y est pas du tout. Ils ont perdu une très bonne partie de leur territoire géographique. Et aussi, quand on parle de la sécurité, le Burkina n'arrive plus aujourd'hui à assurer la sécurité. On parle de 2 millions de déplacés au sein du Burkina Faso, ce qui est énorme. Donc, ils n'arrivent pas à juguler le problème de la sécurité. Et ça pose un autre problème. Et ça, vous venez de l'évoquer. C'est dire que si les Burkinabés n'arrivent pas à contrôler et à trouver des solutions, eh bien, on pourrait être en plein dans l'état faillite. Et on ne peut pas leur en vouloir de tendre cette main à la France. Si la France est à mesure de pouvoir apporter cette aide financière pour aider justement ces volontaires qui peuvent quand même régler une partie du problème, pourquoi pas? Quand vous parlez de l'armée, le problème de l'armée, c'est quoi? Ça rejoint la question de l'État en faillite, c'est-à-dire l'appareil central n'a plus vraiment la possibilité de toucher certaines zones. L'armée, quand vous les envoyez dans ces zones, eh bien, vous n'aurez pas le résultat. Vous n'aurez pas le résultat. Oui, mais ce n'est pas avec les volontaires de la défense et de la patrie. Quelque part, je dirais oui, mais je peux aussi dire non. Pourquoi? Mais les volontaires en question, ils sont des jeunes engagés qui sont prêts à aller parfois à l'affrontement avec... mais autant qu'ils intègrent la troupe, s'ils sont aussi engagés que cela. Non, mais pour intégrer une armée légale, une armée légitime, eh bien, vous savez, c'est toute une procédure et on en est encore bien loin. Donc, c'est une alternative qu'a trouvé en 2020 le Burkina Faso. Et ça n'a peut-être pas pris. Le président Kaboré, ça date de son époque. Exactement, ça date de 2020. Donc, c'est une dynamique. S'ils ont besoin de ça pour régler les problèmes, oui, factuellement, ça va régler le problème. Mais est-ce que l'avenir ne nous créera pas d'autres soucis? Il y a, en parlant de cafouillage, il y a ce cafouillage autour, en tout cas à la suite du sommet d'Accra, où on a parlé d'un centre de renseignement basé à Ouaga avec 2000 combattants. On a parlé d'un état-major basé à Tamale au Ghana. Il y a eu ensuite des dénégations des autorités burkinabées. Dans le même temps, on ne sait pas à l'issue de ce sommet exactement le lettre mot de ce qui a été réellement décidé. Donc du coup, on n'y voit pas plus clair que cela. Je commencerai par le dernier bout. C'est vrai que même concernant les autres États membres de l'initiative d'Accra, on en sait finalement très peu d'un sommet quand même qui s'était voulu très visible, qui a été très médiatisé, d'autant qui n'a pas réuni que les Ouest africains, mais a eu de nouveaux observateurs, à commencer par le Nigeria, le président de l'Union européenne qu'on a vu sur la photo officielle, on a vu d'autres États très peu visibles avant, comme la Norvège, la Grande-Bretagne, qui se sont invités, voire qui sont déclarés et prêts à contribuer aux moyens qui sont nécessaires. C'est la question des moyens, déjà, probablement, qui amène à inviter tout ce monde-là, mais créer tout de suite une espèce de crispation au vu de l'expérience accumulée à propos du Mali avec le G5, pour m'en tenir seulement à ça, pour ne pas parler de Takuba qui était quasiment mort-né. Le Mali qui n'y était d'ailleurs. Non, le Mali qui n'y était pas, mais qui était à Cotonou il y a quelques mois, qui était, dont la présence même avait été fortement souhaitée par les membres de l'initiative d'Accra, dans un contexte de sanctions de la CEDEAO à l'époque. Donc on s'étonne aujourd'hui que le Mali se retranche, se rétracte complètement. Est-ce pour ne pas être à nouveau en contact avec tout ce qui pourrait s'apparenter au G5, nul ne sait, mais le siège du Mali était superbement vide à Accra. Et le silence du Mali a été très bruyant parce que c'est quand même le foyer de ce terrorisme qu'on déplore. Alors, l'initiative d'Accra continuera-t-elle? On parlait de nationalisme. Est-ce qu'elle pourra toujours obéir au principe de départ qui était quasiment l'autofinancement? On sent que les pays membres de l'initiative d'Accra, qui sont essentiellement des pays du Golfe de Guinée, Bénin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, auxquels le Niger, le Burkina étaient associés, est-ce qu'on ne sent pas là un essoufflement? C'est manifeste que les moyens sont quand même cruciaux dans cette lutte-là. Et donc le Burkina qui était invité, qui était représenté par le Premier ministre, s'est finalement illustré, et là également, par un discours confus, et des propos du Premier ministre qui endossait
les conclusions qui étaient relativement contents de l'annonce de 2000 militaires de la force multinationale mixte qui seraient déployés au Burkina, heureux de l'état-major, enfin notamment de ce que Ouaga serait le siège des services de renseignement. Donc on voit ce Premier ministre qui a été finalement dédié par la présidence burkinabé. Et on parlait d'État failli, je n'irai pas jusque-là, je ne ferai pas cette injure à nos amis et frères du Burkina, mais la machine étatique semble avoir du mal à prendre, et il est curieux que malgré la continuité qu'il y avait à travers la ministre des Affaires étrangères, Mme Rouamba et Olivia, celle qui était déjà là depuis janvier avec le colonel Damiba, et qui a été reconduite, donc on s'étonne qu'il n'y ait pas eu une mise à jour des fiches et, pour tout dire, de la position qui devrait être celle du Burkina. Mais comme l'opinion publique burkinabé n'est jamais trop loin au niveau de ces questions, et sans que je dise que c'est la rue qui a l'air de gouverner, et en tout cas les volontés, les actes de ceux qui sont au pouvoir au Burkina, on sent émerger dans l'opinion publique une réprobation de tout rapprochement avec l'initiative d'Accra, au motif que, pour dire schématiquement les choses, c'est l'affaire des pays du Golfe, c'est l'affaire des pays côtiers qui n'ont pas les mêmes problèmes que ceux du Sahel, et qu'il vaudrait mieux pour les pays du Sahel, notamment le Niger, le Burkina et le Mali, autour de ce qu'on appelle la zone des 3 frontières, qu'il vaudrait mieux qu'ils concentrent leur coopération autour de ça. Oui, mais pour y arriver, il va falloir, on va dire, convaincre le Niger, parce que les derniers développements ont contraint le Niger. Non seulement le Niger a récupéré le résidu de la force Barkhane, et est souvent réputé un allié de la France. Le Bénin, je le dis rapidement, a même signé un accord de défense, encore un accord militaire avec le Niger. Et donc il va falloir que, au plus tôt, les autorités burkinabées se déterminent dans tout ça. La tergiversation ne pourra pas prospérer longtemps. Je comprends les atermoiements, mais tel que ça s'exprime, ça risque de discréditer la machine au pouvoir, d'ailleurs qui vient d'être l'objet d'une tentative de coup d'État. Donc, pour tout dire, le flottement semble encore réel. Mais il faut espérer le meilleur quand même pour ce pays meurtri, ce pays aujourd'hui aux abois, quoi. Voilà. Dans le même temps, et dans le sillage de ce sommet, de cette initiative d'Accra, le ministre des Affaires étrangères togolais a annoncé un accord entre le Togo et le Burkina Faso pour que les forces togolaises puissent pénétrer un droit de suite en territoire burkinabé. Donc peut-être que ça peut expliquer, disons, la position après du gouvernement burkinabé, peut-être passer des accords ponctuels, mais ne pas être sujet, ne pas être sous la coupe d'une emprise régionale. C'est assez rigolo parce qu'on abrite les forces spéciales françaises là, on a été le siège du renseignement sous l'ère du président Compaoré, du général Diendéré, et le Burkinabé était le foyer, le secrétariat informel du renseignement dans le Sahel au service des grandes puissances. Et donc, pourquoi on se rétracte aujourd'hui alors que le renseignement est essentiel dans cette lutte-là contre le djihadisme, enfin contre le terrorisme en tout cas, et deuxièmement, on ne peut pas faire l'économie de la coopération sous-régionale. On parle des 3 frontières entre le Niger, le Burkina, le Mali, mais il y a aussi 3 frontières entre le Bénin, le Burkina et le Niger, au niveau du parc de la Doulvé. Et ce n'est pas un hasard que justement Karimama et autres là soient souvent attaqués. Et donc une concertation va s'imposer. Le Burkina ne pourra pas, même malgré le ressentiment que je peux comprendre d'avoir été délaissé, d'avoir été peut-être oublié par la CEDEAO, il va falloir recentrer, reviser les choses, même les VDP, il va falloir savoir si c'est des volontaires ou un corps de l'armée. On va vers des débats de doctrine éventuellement, mais la réalité est très pressante et demande des réponses urgentes. Donc on peut dire à la lumière de tout cela que le Bénin a peut-être raison d'approfondir, d'accélérer sa coopération avec le Niger en attendant que le Burkina se mette au diapason. Alors face aux défis sécuritaires auxquels on fait face aujourd'hui en 2022, je pense qu'on doit prioriser toute forme de relation, qu'elle soit
bilatérale ou multilatérale. Je comprends la réticence des Burkinabés, comme l'a souligné mon confrère, mais on doit être ouvert plus à toute forme de coopération, surtout multilatérale, parce que le multilatéralisme, moi je critique le multilatéralisme, en tout cas ce type de multilatéralisme, je vais y arriver, de multilatéralisme qu'on nous a donné après les indépendances, eh bien, ça n'a pas su réguler les problèmes des Africains. Donc, techniquement, oui, ça n'a pas marché, mais qu'est-ce qui ne dit pas que si on essaie de changer la façon de fonctionner, eh bien, le multilatéralisme ne sera pas salvateur. La CEDEAO, on critique la CEDEAO, mais la CEDEAO ne peut que faire que ce qu'elle a. Elle ne peut que donner ce qu'elle a. Comme le disait le proverbe aussi, une belle femme ne peut que donner ce qu'elle a. Donc, techniquement, le multilatéralisme peut être revu, revisité et permettre aussi une certaine sortie. Et le bilatéralisme, auquel a opté le Burkina Faso, c'est aussi une approche. C'est pour trouver des solutions. Mais ce n'est pas suffisant. Et pareil pour le Bénin. Le Bénin, comme vous l'avez dit, a anticipé en signant des accords. Oui, vous l'avez vu au vu des dernières actualités. Le Bénin aussi est en train d'être touché d'une façon ou d'une autre, surtout dans sa région nord. Donc, il faut une réponse face à cette crise sécuritaire. Il faut une véritable réponse. Et la réponse doit aller dans ce sens, dans le sens des accords de sécurité, des accords de défense avec des États et aussi avec des structures multilatérales. Parce que sans ça, on va arriver à un point où on ne pourra rien contrôler, un peu comme en Libye ou dans la zone entre la Libye, le Niger, le Tchad. Et là, quand ça va péter, eh bien, on ne pourra plus rien faire. On peut quand même se féliciter de ce que apparemment le dispositif tienne quand même au niveau de notre pays, même si non, il ne faut pas s'en féliciter. Non, il ne faut pas du tout s'en féliciter. Au contraire, ça doit plus nous pousser à dépasser ce qui est en train d'être fait, parce que ce qui est en train d'être fait n'a pas un résultat factuel. Non, on ne peut pas se féliciter que le dispositif tienne. On ne peut pas se féliciter pour que le dispositif tienne, évidemment pas. Ah d'accord. Donc vous souhaitez que le difficile... Je souhaite, mon souhait, c'est qu'on aille au-delà de ce qui est en train d'être fait. Oui, il faut aller au-delà. Ça, personne, tout le monde en convient. Mais si on regarde ce qui se passe... parce que on en est loin. Ce qui est vrai, c'est que nul n'y arrivera seul. Oui. Les Burkinabés ont aujourd'hui le ressentiment que autour d'eux, les autres auraient mis des digues. Mais ça me fait rire parce que peu avant que le colonel Damiban soit renversé, une des stratégies a été d'assiéger des zones données. Mais ça a eu justement pour effet que le Bénin reçoive le trop-plein de terroristes repoussés. Donc, tant qu'il n'y a pas de concertation, tant que la criminalité transfrontalière va prospérer, ces terroristes-là vont toujours arriver à se brouiller là-dedans. Et donc, l'initiative d'Accra, on ne l'a pas dit assez, a quand même eu des résultats au plan de la lutte transfrontalière. Les manœuvres Condoglia et autres, là, ont permis de ratisser, de casser des pistes des réseaux d'approvisionnement du terrorisme, d'abord sous la forme du banditisme. Mais voilà, c'est une problématique globale. Et tant mieux si les Occidentaux comprennent enfin qu'il faut faire quelque chose, mais c'est absolument urgent. Et Dieu merci, la réponse ne sera pas que militaire. Les États-Unis récemment au Bénin ont engagé quelques moyens pour un soutien aux civils, pour des actions dans les communautés. Le Canada a commencé à le faire. Et il faut que cela soit renforcé, que les populations, au-delà de leur résilience, soient effectivement des producteurs, des coproducteurs de la sécurité, et que nos armées, certainement, en arrivent à des révisions sérieuses de leur doctrine, de leur approche, de la défense du territoire, puisqu'on voit aujourd'hui qu'elle n'a pas été opérante dans la plupart de nos pays. Si le Nigeria offre de la couverture aérienne désormais, tant mieux. Gageons qu'on tire les leçons de ce qu'a été l'implication du Nigeria au moment de l'ECOMOG. Voilà, ça pourrait mutualiser les moyens. On revienne à quelque chose dont nous avons toujours l'initiative, mais avec le concours des autres. Oui. Donc on peut quand même se féliciter de ce que le dispositif tienne. C'est une façon d'encourager
les hommes qui sont sur le terrain et qui, même si aux dernières nouvelles, on a eu je une pense perte que de le Bénin un doit soldat. être félicité d'avoir quand même initié quelque chose. C'est pas rien ce qui a pu être fait. Est-ce qu'on a été trop loin? Le président Talon était à l'étranger à certains moments. Est-ce que ce n'est pas le résultat de ces contacts discrets qui ont été pris pour décider les Occidentaux à venir à notre chevet? Le Ghana n'était pas moins en pointe de ce point de vue-là. Mais il y a quelques contradictions sous-régionales qu'il va falloir régler pour que définitivement on s'occupe de ces questions d'une manière efficace. Voilà. Juste un mot, on n'aura pas le temps de nous appesantir là-dessus. De Maïga pour le poste de Premier ministre au Mali, Choguel est revenu en pleine forme et ne se cache pas, réclame son poste. Les militaires, des informations qu'on a, il y a comme une fracture. La plupart des colonels tiennent à ce que leurs camarades restent à ce poste. Seul Assimi Goïta et son ministre de la Défense, quand bien même il n'adore pas Choguel Maïga, tiennent à ce qu'il reprenne sa place. Donc là, on est dans un imbroglio. Rentrée judiciaire, les deux premiers ministres étaient là, donc ça commence déjà par créer... Comment vous voyez ça très rapidement? Il y a même une grève des magistrats. Actuellement. Comment vous voyez? Oui, c'est généralement ce qui arrive. Choguel vous manque? je ne porte pas le trait pour le dire. Non, en réalité, c'est la guerre du leadership et c'est pas la première fois que ça arrive. Je pense que celui qui a le dernier mot, c'est bien le président, c'est Assimi Goïta. C'est à lui que reviendra la décision de situer chacun par rapport à ses responsabilités. Et je pense pour ma part que Choguel Maïga, on avait évoqué des raisons de santé notamment qui l'ont éloigné du poste, de la fonction. Mais s'il retrouve sa santé, eh bien, nous avons les normes. Les normes disent quand vous allez en congé sanitaire, à votre retour, vous reprenez votre place. Ça, c'est les normes, c'est la logique. Donc, je pense que cette logique doit être respectée. Bon, en même temps, ce n'est pas une fonction comme une autre. Oui, mais bon, ce n'est pas une fonction comme une autre. Mais on parle aussi d'un régime ou d'un État exceptionnel. Le Mali fait école dans ce sens. Mais le dernier mot reviendra à Assimi Goïta. Quoique je trouve que ce problème n'aurait jamais dû arriver. Si on en arrive là, à cette guerre de leader, à ce niveau, au Mali, alors que ce Mali prône une certaine souveraineté par rapport aux autres États, eh bien, je trouve que c'est problématique. On va voir comment ça va se passer dans les prochains jours. Juste un mot. Non, c'est vrai, l'image fait sourire. Et c'est dommage que le Mali doive encore se traîner dans ces contradictions internes. Mais ça nous ramène en réalité aux conditions de nomination de M. Choguel Maïga. Il ne faisait pas l'unanimité au niveau des colonels. C'est M. Assimi Goïta qui l'a imposé. Bon, au nom du mouvement du M23, dont il... Non, pas le M23. Oui. Le M5, je crois. Le M5, oui, le M23, c'est en RDC. Il y a beaucoup de M, pour le mouvement. Mais voilà, même au niveau du M5, il n'a pas de légitimité réelle. Il a fait presque un coup pour en arriver là, mais aux grandes dames des autres leaders civils. Donc M. Assimi Goïta a peut-être essayé de diviser pour régner de ce côté, mais a choisi M. Choguel Maïga pour ce qu'il est, pour ce qu'on a vu. Puisqu'on n'a jamais entendu M. Assimi Goïta parler comme ça, se sérieuser de la sorte. Donc il est un fusible utile, mais il aurait dû comprendre, et j'espère qu'il n'oublie pas qu'il occupe une fonction essentiellement précaire et irrévocable, et qu'en plus, les militaires veulent avoir leur mot à dire. Et M. Maïga Abdoulaye, je crois, c'est le militaire, a démontré qu'il avait aussi quelques talents à revendre en termes de démagogie ou de discours politique. Après, on se demande si son discours politique n'était finalement pas... Oui, mais comme ils sont dans un assaut, comme ils sont en compétition de ce côté-là. On verra bien comment... Non, je pense qu'il va pouvoir retrouver ses fonctions. On verra bien. Les paris sont... Et ça indique déjà quand même des tensions, et peut-être même au niveau des militaires. Les paris sont lancés, on verra bien ce que ça va donner les jours prochains. Merci Hamzat Abdoulaye, vous êtes consultant en analyse géopolitique. Joël Ateg avec BSP en gouvernance. Merci à vous qui nous avez suivis et merci
de continuer par nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes numériques, notre site internet E-Télé Bénin, notre page Facebook E-Télé en direct, notre compte YouTube E-Télé Bénin et notre application E-Télé Bénin. Merci à vous et bonsoir chez vous.